Une jeune femme de 35 ans s'assoit pour la première fois dans le fauteuil, en face de moi. Un petit sourire discret qui ne parvient pas à cacher son angoisse, laquelle se lit sur son corps et sur son visage. Elle regarde autour d'elle comme si elle cherchait à se confirmer qu'elle se trouve bien dans un lieu de sécurité. Elle est assise juste au bord du fauteuil, les genoux serrés, les mains nerveuses. Et puis sans préambule inutile, la raison de sa venue. J'ai eu une relation extra-conjugale. Bon, jusque-là, rien que de très classique, pourrait-on dire. Seulement, certains praticiens parmi vous peuvent songer à des prolongements dramatiques d'un coup de canif dans le contrat. Et c'est le cas avec cette jeune femme. Elle dit « Nous nous sommes vus une première fois, c'était chez lui. J'étais en confiance. C'est un collègue de travail que je côtoyais depuis plusieurs mois dans l'entreprise. » Ensuite, j'ai aussitôt regretté. J'aime mon mari. Je n'avais pas du tout songé à le tromper. Ça a été un coup de folie, une envie brutale de cet homme. Je ne sais pas comment j'ai pu aller jusque-là. Et lorsque je lui ai dit cela, quand j'ai dit que j'avais eu tort et que je ne souhaitais pas donner suite, il a complètement changé. Il est devenu méconnaissable. Il a eu un sourire menaçant et il m'a dit qu'il était trop tard pour regretter et que désormais je lui appartenais. Certains parmi vous commencent peut-être à comprendre. La jeune femme s'effondre alors en larmes et elle raconte. Il a alors sorti son téléphone et il m'a montré le début d'une vidéo. C'était nous, c'était chez lui, en train de... Silence et larmes à nouveau. Vous vous rendez compte, dit-elle, vous vous rendez compte qu'il avait filmé ce moment-là avec une caméra miniature qui était cachée en face du lit? Et depuis chaque jour, il me menace d'envoyer la vidéo à mon mari, de la diffuser sur les réseaux sociaux. Il me dit que si je ne continue pas cette relation, il me détruira et détruira mon couple. Alors, si j'ai choisi de présenter cette situation clinique, c'est pour deux raisons. La première raison, la plus grave, je dirais, c'est que la situation en question n'est pas aussi rare qu'on le croit. La menace de chantage qui a pour but de posséder littéralement une personne exactement comme on possède un objet, cette menace existe probablement depuis longtemps. En revanche, le fait d'exposer cette menace devant un tiers, c'est quelque chose de récent. Au moins, la parole trouve-t-elle à se libérer devant un autre sans que la honte, la peur et donc le silence et la soumission ne l'emportent. Nous pouvons en déduire que cet acte qui consiste à poser la menace en mots devant un tiers porte en elle non pas seulement un espoir d'être aidé, d'être soutenu, mais plus encore la conscience qu'il existe une solution, même si celle-ci n'est pas encore claire, même si elle génère une peur intense, même si elle pourrait signifier un véritable effondrement. La seconde raison qui me fait évoquer cette situation, c'est que, bien évidemment, en fonction de notre statut, nous n'occuperons pas tous la même position. Nous n'aurons pas les mêmes paroles. Nous apporterons des clés ou bien nous ferons en sorte que les clés soient trouvées par la patiente et surtout
et surtout que ce soit la patiente qui, à un moment donné, fasse en toute responsabilité le choix de sa bonne clé, celle qui ouvrira les menottes qui lui ont été imposées. Alors, on comprend que dans de telles situations, la méthode impose d'être un petit peu temporairement écarté, mais sans jamais boucher la possibilité que cette sordide entrée en matière empêche, après la disparition de la menace, l'ouverture d'un véritable, d'un authentique accompagnement psychanalytique.